Bonjour à tous, merci d'être nombreux et merci d'être venus à cette dernière session qu'on a le plaisir de faire en partenariat avec nos amis et collègues du muséum. Simplement quelques infos sur l'environnement de la science et de l'archéologie. Toutes les institutions qui ont en charge l'étude ou la conservation ou la restauration des œuvres du patrimoine culturel, quel qu'il soit, que ce soit l'archéologie ou l'art ou l'architecture, ont à leur disposition une palette assez vaste pour analyser, examiner, dater non seulement un objet, un artefact, mais aussi aller plus loin, connaître la composition, connaître et essayer d'estimer ou d'évaluer ou de prouver le mode d'élaboration qui peut pu être très sophistiqué au cours des siècles. On peut citer par exemple trois méthodes de datation qui sont plus ou moins connues du grand public. Il y a la dendrochronologie qui s'intéresse à la structure des arbres par les cercles de croissance dans les arbres des zones tempérées, où on est capable de définir la vitesse de croissance de l'arbre, les années où le climat était plutôt sec ou plutôt humide, et éventuellement donner une date absolue, puisque les arbres, au sein d'une essence et au sein d'une région, ont des morphologies, des zones de croissance assez semblables. Si vous baladez dans une forêt où les bûcherons en voiture descendent un arbre, regardez avec attention et vous verrez que si vous regardez 2 chaînes ou 3 chaînes d'une même zone, ou 3 bouleaux, vous verrez une typologie assez semblable. Et avec ça, on fait des dictionnaires assez importants, et on peut dater de façon absolue un morceau de bois, en disant par exemple que les bûcherons l'ont abattu en 1240 pour construire tel basilic. Bon, ça c'est une méthode assez particulière, mais ça n'intéresse que les arbres contemporains. Beaucoup mieux connue, c'est la datation par carbone 14, qui est, grâce à la présence d'un isotope radioactif du carbone dans tous les matériaux organiques, vous, moi, le parquet, on sait exactement l'équilibre qu'il y a au cours du temps, puisque le carbone décroît avec une demi-vie de 5600 ans, à peu près 5700 ans. Donc on est capable de dire que tel composant organique, quel qu'il soit, a cessé d'être intéressé par la photosynthèse et de fabriquer du bois, de fabriquer de la lignée, de fabriquer de la cellulose, ou fabriquer du tissu humain. Et donc on peut dater avec un intervalle de confiance assez variable, selon les méthodes, pardonnez-moi. On peut dater les matériaux organiques. Et la troisième et dernière que je citerai, c'est la thermoluminescence, qui est moins connue. C'est une méthode qui permet de donner une idée assez précise du moment où une céramique a été cuite, ou du moment où une pierre qui a servi aux hommes qui nous précédaient pour faire des fours, ou tout simplement pour faire des foyers, a été chauffée au feu. Par exemple, si on prend l'exemple d'une poterie qui est trouvée entre le Tigre et l'Euphrate, dans ce qu'est l'Irak actuel par exemple, on estime que c'est de l'ordre de 5000 ans, et par thermoluminescence, on peut peut-être préciser que c'est entre moins 4970 et 5010 à 95 chances sur 100 que cette poterie a été élaborée. Alors depuis une vingtaine d'années, il y a d'autres techniques qui ont émergé, et en particulier la technique dont notre invité va nous parler, qui, grâce au séquençage complet de l'ADN humain en particulier, a ouvert un champ qui n'existait pas du tout. Il y a 30 ans, le mot ADN n'était pas dans les musées, n'était pas dans l'archéologie, n'était pas chez les archivistes ou les bibliothécaires. Et grâce à cela, tout un champ s'est ouvert. Je l'indique pour ceux qui n'étaient pas là que début de l'année, on a invité le professeur Luis Quintana aussi, qui travaille à l'Institut Pasteur, et qui nous a parlé de l'ADN et de l'évolution humaine des différents hommes, sapiens,
dénisovien, néandertal, de l'évolution de ces gènes au cours du temps, des mutations, et aussi, bien sûr, puisqu'il est à l'Institut Pasteur, des ouvertures qui peuvent être annoncées en domaine de la pharmacie, de la médecine, de la biologie, grâce à cette connaissance très fine de l'ADN. Donc pour parler de l'ADN dans l'anthropologie, dans l'anthropo-archéologie, nous avons le plaisir d'inviter Eric Rubézy. Eric Rubézy est docteur en médecine et docteur en biologie, et professeur d'anthropogéologie à l'université Paul Sabatier, et il est l'un des responsables d'un labo très connu qui s'appelle le TACACT, dans les acronymes assez sataniques du CNRS, l'Université française, et qui est à Toulouse et qui travaille sur des problèmes très variés, non seulement en France, mais un peu dans le monde entier, et qui est en relation avec l'INRA, l'Institut national de recherche en archéologie préventive, que vous voyez peut-être intervenir dans quelques fouilles toulousaines ou dans les villages où nous habitons. Donc, j'ai le plaisir de donner la parole à Eric Rubézy. Mesdames et messieurs, bonjour. Je fais partie d'un laboratoire qui est actuellement dirigé par Ludovic Orlando et qui s'appelle, non pas CAC, mais CAGT, Centre d'anthropologie de génomique de Toulouse. Et en fait, ces initiales sont celles des. Pardon? Rapproché. Ah bon, comme ça. Et ces initiales sont celles, en fait, des lettres de l'ADN. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler de l'impact des études génomiques sur l'ancienneté de l'homme, qui est antidiluvienne. Et cette année-là, Broca, qui était professeur de neuroanatomie, fonde la Société d'anthropologie de Paris, qui en fait sera l'ancêtre et de la Société d'anthropologie de Paris actuelle et de la Société préhistorique française, et qui était donc dédiée aux études archéologiques en général. Alors l'archéologie a débuté un peu avant, dès le XVIe siècle, des gens comme le cardinal Jean du Bellay à Rome faisaient effectuer des fouilles pour meubler leur palais. À partir du début du XIXe siècle, il y avait eu évidemment toute l'expédition de Bonaparte. Mais à partir de 1859, les fouilles vont se développer. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent l'Occitanie, par exemple, ça va être la ruée sur les dolmens des Grands Cosses. On a la chance d'habiter dans une région où il y a à peu près 1500 dolmens sur les Grands Cosses, entre l'Aveyron et la Lozère. Et là, c'est la ruée de différents scientifiques, notamment le docteur Prunier en Lozère, mais aussi Carcaillac, qui était professeur à Toulouse. Et à partir de là, de 1859, l'archéologie va se développer, et elle va se développer un peu partout dans le monde. D'accord ? Alors, elle va se développer un peu partout dans le monde, et si j'insiste sur ces éléments-là, c'est parce qu'effectivement, on va retourner dessus avec l'ADN ancien par la suite. Elle va se développer un peu partout dans le monde, avec cependant quelques éléments. L'Europe va être la zone qui va être la plus étudiée, et d'ailleurs, quand on regarde une carte de l'Europe, les zones les plus étudiées sont celles à côté des centres universitaires. On a pu fouiller de dolmens dans l'Aveyron qu'en Lozère. Ensuite,
localisés dans quelques pays chauds, comme la vallée du Nil, par exemple, ou l'Amérique du Sud, parce que les sujets sont bien conservés, mais les zones vont rester assez, je dirais, sans trop de connaissances, et notamment une grande partie de l'Europe, de l'Afrique subsaharienne. Et alors, entre 1859 et 1950, la totalité des concepts, si vous voulez, et des idées vont être développées. Qu'est-ce qui va se passer durant cette période? Eh bien, on va s'apercevoir que ce qu'on exhume appartient à différentes périodes et à différentes cultures. Ce qu'on exhume appartient à différentes périodes et à différentes cultures, et par exemple, au début, de façon assez simple, on va définir l'âge de pierre taillé, l'âge de pierre polie, l'âge du fer, l'âge du bronze, puis l'âge du fer. Donc ça, c'est un élément. Et donc, derrière cet élément, si vous voulez, se cache en fait une notion qui est celle de culture, disaient les Allemands, et les Français, qui ne voulaient pas copier les Allemands à partir de 1870, préféraient parler de civilisation. D'accord ? Et donc, on a cet élément qui va se développer, et en ce qui concerne des périodes un peu plus anciennes, préhistoriques, l'ancienneté de l'homme préhistorique est reconnue, je dirais, à peu près dans les années 1870, et on commence à faire des fouilles qui vont se traduire d'ailleurs en 1923 par la découverte en Afrique du Sud du premier australopithèque, dont à l'époque on l'appellera justement australopithèque, ce qui veut dire singe du Sud, sachant que ça nous ressemblait, mais c'était plutôt un singe. Quelles étaient finalement, au début du XXe siècle, et dans la première partie du XXe siècle, les questions qui se posaient aux chercheurs? Les questions qui se posaient aux chercheurs étaient les suivantes. On a une succession chronologique, d'accord? Donc, on a un peu de chronologie relative, c'est-à-dire qu'on sait qui suit qui, mais on ne sait pas du tout quels ont été, de quand ça date, ni quels ont été les mécanismes qui ont fait qu'on est passé d'une période à une autre. Qu'est-ce qui fait qu'on est passé de l'âge de la pierre taillée, par exemple, à l'âge de la pierre polie? Ça, c'était une des grandes questions. Et ensuite, de quand dater l'âge de la pierre polie et de quand dater l'âge de la pierre taillée et sur quelle période ça s'était passé. Exactement en 1949, comme M. Boutel nous l'a rappelé, on a la découverte du carbone 14 et en fait des méthodes de datation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir des années 1950, eh bien, on commence à caler la chronologie. D'accord? Avant, l'origine de l'homme, quand Teilhard de Chardin commence sa carrière après la Première Guerre mondiale, l'origine de l'homme et des australopithèques, elle était envisagée à 1 million d'années. Okay. Aujourd'hui, on est à 7-8. Et en fin de carrière, Teilhard de Chardin, à la fin de dans les années 1955, écrit certainement 2 millions d'années. Mais on n'avait en fait aucune idée. Ça se basait uniquement sur les restes qu'on trouvait et on essayait de faire de la chronologie relative, c'est-à-dire on trouvait ici des restes de petits mammifères, on les trouvait ailleurs, on pensait qu'ailleurs c'était sous telle couche, etc. Et à partir de 1950, on a cette révolution, si vous voulez, de la chronologie. Et donc, on va s'apercevoir de deux choses, et quand je dis de deux choses, c'est en gros entre 1950 et 2000, pour avoir des repères simples. On va s'apercevoir d'une part qu'il y a une profondeur dans le temps qu'on n'avait pas jusque-là, premier élément. Et deuxièmement, on va s'apercevoir, et je dirais que ça a pris du temps, qu'on n'était pas forcément face à un schéma d'évolution linéaire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était dans un schéma où on avait l'évolution, la pierre taillée, puis la pierre polie, puis le cuivre, puis le bronze. Et on était dans un schéma d'évolution continue. C'est-à-dire qu'on était passé successivement par toutes ces étapes. Or, si vous voulez, en faisant de la datation précise, on s'aperçoit d'une part
que ces étapes sont différentes à travers le monde. On n'est pas passé, par exemple, à l'agriculture au même moment au Proche-Orient, au même moment en France, enfin, je veux dire, dans l'ouest de l'Europe, ou au même moment en Amérique du Sud. Et dans le même temps, on commence à percevoir de loin, dans l'ombre là-bas, l'espèce de flou, que peut-être dans les mêmes zones, il y a des choses qui sont assez étonnantes. Par exemple, on commence à percevoir que sur les Grands Causses, je vous parle des Grands Causses parce qu'on est en Occitanie, sur les Grands Causses, dans l'Aveyron, en Lozère, vers 2000 avant Jésus-Christ, voire 1800 avant Jésus-Christ, on est encore dans un âge du bronze avec des gens qui enterrent leurs morts dans des grottes ou des dolmens. Mais au même moment, dans la vallée du Rhône, 400 ans avant la vallée du Rhône, tout ça, ça a été abandonné et on a des gens qui sont dans des sépultures individuelles. Un peu comme s'il y avait eu, à quelques centaines de kilomètres, des communautés différentes qui avaient vécu avec des avancées culturelles, économiques, totalement différentes. Quelles étaient les solutions qui étaient envisagées pour expliquer ces phénomènes? Les solutions qui étaient envisagées pour expliquer ces phénomènes, elles étaient de deux types. Et vous verrez que la révolution génomique, ça a été, je dirais, son intérêt majeur. Ça a été non pas de privilégier, dans un premier temps, ça a été de privilégier un type sur l'autre, et au cours des 10 dernières années, de montrer que les choses étaient plus complexes qu'il n'y paraissait. Vous savez, en science, c'est toujours la même chose. Plus on rame, plus l'horizon s'éloigne. Donc, quelles étaient ces deux solutions pour penser l'évolution, finalement, des cultures? Les deux solutions, c'était soit une évolution sur place, soit un apport extérieur de culture, soit un apport extérieur de population. Je vous prends un exemple. Vers 5500 avant notre ère, en Europe, sur les côtes méditerranéennes, mais aussi en Europe centrale, on voit apparaître l'agriculture. Comment cette agriculture est-elle apparue? Dans les années 1970-1980, deux hypothèses. Premièrement, elle est apparue parce que, alors, allez, prenons les années 30. Elle est apparue dans les années 1930 parce que les gens sur place sont devenus des agriculteurs. Ils sont devenus des agriculteurs. Ça semblait un peu bizarre, si vous voulez, parce que quand même, le changement économique majeur fait que ça se passe d'habitude assez lentement, et il semblait que le phénomène soit rapide. Le cycle 14, d'ailleurs, dans les années 50, montrait que le phénomène était rapide. Donc si le phénomène était rapide, il n'y avait plus que deux solutions, soit un transfert de technologie, on a acheté un nouveau Mac à l'heure actuelle, est-ce que ça a été construit en France ou pas? Soit alors une arrivée de nouvelles populations. Et les auteurs hésitaient toujours entre ces deux solutions, qui étaient divisées évidemment, comme tout le temps en sciences et dans les débats, en de multiples sous-solutions. Donc c'était divisé en deux solutions, et finalement on ne savait pas du tout si l'évolution culturelle était liée à des transferts de technologies, à des diffusions d'idées, ou à l'arrivée de nouvelles populations. Ça, si vous voulez, c'était une barrière infranchissable pour l'archéologie. C'était une barrière infranchissable pour l'archéologie, et le grand intérêt de la paléogénomique, c'est de l'avoir traité. C'est-à-dire que, pour moi, la paléogénomique, vous avez trois étapes. 1859, on commence à s'intéresser à l'archéologie, et on pose finalement les bases au cours du début du XXe siècle. 1950, on a les datations, et dans les années 2000, jusque, je dirais une date dont je vous parlerai, 2014, on a en fait, si vous voulez, la solution à de nombreux problèmes, parce qu'on va savoir finalement si c'est les hommes qui ont bougé
ou si c'est plutôt les idées. Okay. Donc ça, si vous voulez, c'est essentiel. Alors, maintenant, je vais rentrer dans le vif de la communication, si vous voulez, c'est comment on en est arrivé là. Comment la paléogénomique s'est développée. Eh bien, au même moment, en 1949, où le C14 apparaissait, en 1953, on avait Watson, Crick et Rosalind Franklin qui découvrent non pas l'ADN, parce qu'il était connu depuis quelque temps, mais plutôt la structure de l'ADN, si vous voulez. Une double hélice, je crois qu'il y a voilà, cet élément qui est représenté ici. Il découvre la structure de l'ADN et on s'en était rendu compte un peu avant, et de plus en plus se met dans l'idée que l'ADN, c'est-à-dire la génétique, va en fait porter tous nos caractères. Et dans les années 70, donc 50 ans après la découverte, on a cette idée, 70-80 encore, on a cette idée de ce qu'on appelait, pour vous qui est peut-être à l'université pour certains à ce moment-là, un gène, une enzyme, une protéine. C'est-à-dire que finalement tout va être dicté par l'ADN. Tout va être dicté par l'ADN, et évidemment, on met un espoir fou dans l'étude de l'ADN. On met un espoir fou dans l'étude de l'ADN, pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est la clé de tout. C'est-à-dire que ça expliquera nos maladies, ça permettra des avancées dans tous les domaines, etc. Les études sur l'ADN se poursuivent, et il y a eu plusieurs étapes. Une des premières étapes, celle dont vous avez entretenu le professeur Quintana-Machi, ça a été en fait cette idée que l'ADN pouvait renseigner sur le déplacement de population. Alors cette idée n'était pas très neuve en fait. Pourquoi? Parce que les groupes sanguins, vous savez, AB0, il y a une quantité des dizaines de groupes sanguins, on connaît toujours AB0, Rhesus, Diego, etc., il y en a beaucoup d'autres. Les groupes sanguins étaient connus depuis le début du XXe siècle grâce à l'équipe de Landsteiner à Vienne. Et je dirais que malheureusement, comme pour toute technologie, la guerre, si vous voulez, a apporté son lot de découvertes. Entre 1914 et 1918, on a réalisé, si vous, vraiment les premières transfusions sanguines sur le front. Et un médecin anglais qui transfusait des patients sur le front s'est aperçu qu'il avait besoin de poches de sang d'origine différente pour transfuser, et des fréquences de groupes sanguins différents pour transfuser des régiments qui venaient des Indes ou des régiments qui venaient d'Angleterre. À l'époque, on ne connaissait pas l'ADN. Et on sait, si vous voulez, que les groupes sanguins sont déterminés directement par l'ADN. Maintenant, on le sait. Donc lui, il a eu l'idée en se disant, tiens, si les Indiens ont des groupes sanguins, des fréquences de groupes sanguins différentes des Anglais, peut-être qu'on pourrait étudier le peuplement. Et dès 1919, il publie dans le Lancet, un journal britannique de médecine, il publie dans le Lancet le peuplement de Madagascar sur la base du groupe sanguin, choisissant Madagascar. Pourquoi? Parce que c'est une île qui a été isolée depuis très longtemps et dont le peuplement est à la jonction de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe. Et donc il publie cet élément. Et dans les années 1980, Hammerman et Cavalli-Sforza étaient pour l'un un archéologue spécialiste du carbone 14 et l'autre était un généticien fort connu. Et Hammerman et Cavalli-Sforza dans les années 80 se disent on va prendre tout ce qui a été fait sur les groupes sanguins, plus le groupe HLA, etc. C'est d'autres groupes, c'est des groupes, des globules blancs, le groupe HLA. Et à partir de là, on va étudier le peuplement mondial. Et on va commencer par l'Europe. Ils commencent par l'Europe, et en Europe, ils s'aperçoivent qu'il y a un gradient
d'est en ouest sur la fréquence des groupes sanguins, et en même temps qu'ils s'aperçoivent qu'il y a un gradient d'est en ouest sur la fréquence des groupes sanguins, Hammerman s'aperçoit que le gradient sur la fréquence des groupes sanguins recoupe le gradient sur les datations C14 de progression de l'agriculture. Alors ça, ils disent, on tient la solution, d'accord? On sait désormais que l'Europe a été peuplée par des agriculteurs venus du Proche-Orient, puisqu'on a ce gradient de groupe sanguin, et donc on a un gradient de groupe sanguin au Proche-Orient, l'origine se situe là, qui se calque sur le C14, c'est-à-dire qu'au Proche-Orient, il y avait beaucoup de personnes, ces beaucoup de personnes se sont déversées, et à mesure qu'elles progressaient, elles se sont mélangées avec des chasseurs-cueilleurs. Ce qui fait que quand on arrive dans l'ouest de l'Europe, quand on arrive en France, quand on arrive en Grande-Bretagne, eh bien, là, au départ, on n'avait que du chasseur-cueilleur pur, et au bout, on a un mélange de chasseurs-cueilleurs et d'agriculteurs. On avait au Proche-Orient que des agriculteurs, et quand on arrive dans l'ouest de l'Europe, on a un mélange de chasseurs-cueilleurs et d'agriculteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il sous-entend que la carte de distribution des gènes actuels reflète la carte de distribution des populations du passé. Ça, c'est un élément qui a été fondamental. C'est un élément qui a été fondamental parce qu'on était persuadé dans les années 1980, quand je vois, pour certains, quand je regarde cette envie, j'ai lumière dans les yeux, donc je ne vois pas beaucoup, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient déjà présents dans les années 80. Et quand je regarde ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était un concept, et on le pensait complètement établi. C'était enseigné partout. Et puis, on s'est aperçu d'une chose, c'est que notre ADN, il est transmis de génération en génération. Et cet ADN, s'il est transmis de génération en génération, et si c'est sur lui que joue l'évolution, ben c'est qu'il est sacrément robuste. Si notre ADN n'était pas robuste, ça fait longtemps qu'on ne serait plus là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la molécule d'ADN est très robuste. Et donc on s'est dit, si elle est très robuste, peut-être qu'elle résiste à la dégradation. On va donc la rechercher dans les tissus anciens. Et donc on s'est mis à rechercher dans les tissus anciens, avec dès le départ un nom qui a marqué la discipline définitivement, si vous voulez, et qui a eu le prix Nobel il y a 2 ans, Svante Pääbo. Et donc, on s'est mis à rechercher l'ADN dans les restes anciens. Alors, notre ADN, si vous voulez, qu'est-ce que c'est? On a 2 types d'ADN. On a un ADN dans le noyau, et ensuite, on a un ADN qui est dit mitochondrial, qui est dans la cellule. Ces 2 ADN sont bien différents. L'ADN dans le noyau, on en hérite 50% de notre père, 50% de notre mère, d'accord? Et donc on en a 25% de chacun de nos grands-parents, 12,5%, etc. Et puis tout ça va en diminuant. Ça, c'est pour l'ADN qui est dans le noyau. Avec une exception, c'est que pour les hommes, nous avons, les femmes ont 2 chromosomes X, tandis que les hommes on a XY. Or, le Y que nous avons, d'accord, ce Y que nous avons, les hommes, est uniquement hérité de notre père. C'est-à-dire que moi, j'ai le même Y que mon père, qui est le même Y que mon grand-père paternel, qui est le même Y que mon arrière-grand-père paternel, etc., etc. À côté de cet ADN, dans le noyau, on a ce qu'on appelle un ADN mitochondrial. Qu'est-ce que c'est que l'ADN mitochondrial? C'est un ADN qui est rentré dans le noyau, ça fait très longtemps, si vous voulez. Et cet ADN, il est uniquement hérité de notre mère.
il est hérité de notre mère pour une raison simple, c'est que dans l'ovule, vous avez un noyau avec autour beaucoup de mitochondries, et le spermatozoïde, vous avez un noyau avec dans la queue du spermatozoïde beaucoup de mitochondries. Quand le spermatozoïde touche l'ovule, la queue se casse, et donc aucune mitochondrie du spermatozoïde ne pénètre dans l'ovule. C'est-à-dire que pour le Y, moi, j'ai le Y de mon père, qui est celui de mon grand-père, etc., paternel, mais nous tous, dans cette salle, non plus les hommes, mais les hommes et les femmes, avons en ADN mitochondrial le même que notre mère, le même que notre grand-mère maternelle, que notre arrière-grand-mère maternelle, etc. Et ça a été un élément très important parce que dans chaque cellule, il y a un ADN nucléaire qui est très gros, mais il y a des millions d'ADN mitochondriaux. Ce qui fait qu'on va plus facilement récupérer l'ADN mitochondrial, dont il y en a des millions, que l'ADN du noyau. Et donc il y a eu beaucoup d'études sur l'ADN mitochondrial. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est les médecins légistes qui nous l'ont appris. Les médecins légistes qui nous l'ont appris, et tout à l'heure, on apprenait que, je suis dans un laboratoire qui, je dirais, on a lancé l'ADN ancien en France, qui est actuellement dirigé par Ludovic Orlando, mais c'est un laboratoire auquel sont toujours associés des médecins légistes, et qui à l'époque était associé aussi Bertrand Luth de l'Institut de médecine légale de Paris, et qui était un spécialiste de l'ADN et de sa dégradation. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un décède? Quand quelqu'un décède, on va avoir plusieurs phénomènes qui se mettent en place au moment de la mort biologique. Premièrement, si vous avez des variations chimiques qui se produisent dans le corps, et on a une variation du pH qui se produit, ce qui fait que les noyaux des cellules vont exploser, et dès ce moment-là, l'ADN commence à se fragmenter. Notre ADN, donc cette longue chaîne, va commencer à se fragmenter. Et il va se fragmenter en morceaux de plus en plus petits. À l'extrême, il va disparaître. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a des moments où il se fragmente de moins? Il se fragmente de moins, c'est comme le jambon. Si vous voulez conserver du jambon, il faut soit le mettre au chaud, le mieux c'est de le mettre au froid, mais en tout cas, si vous le mettez au chaud aujourd'hui et au froid demain, et que vous changez sans arrêt, il va périr. Ça veut dire que si vous avez un cadavre, puis un squelette avec de l'ADN dans ses cellules osseuses, qui est soumis à des variations de température, d'hygrométrie sans cesse, de l'ADN, il risque de ne plus y en avoir beaucoup. Si au contraire, vous avez un squelette, et on se souvient d'Hibernatus avec une de funeste, si vous avez un squelette qui coince dans le froid, j'ai passé une partie de ma vie à fouiller en Sibérie, et vous comprenez pourquoi, si on a un squelette qui est conservé dans le froid, eh bien à ce moment-là, son ADN va assez bien se conserver, et non seulement il va assez bien se conserver, mais alors qu'ailleurs on retrouve de tout petits fragments, là on va retrouver des fragments un peu plus gros. Donc ça va vous expliquer en fait tout ce qui vient. Ce que je viens de vous dire, on a mis plus d'une dizaine d'années à le comprendre. Bon. Parfois certains de façon démonstrative, brillante, d'autres fois, comme moi, de façon plus intuitive. Je pris en Égypte, on ne trouvait jamais l'ADN avec Bertrand Luth. Quand j'étais en Mongolie, on en trouvait pas mal. Et je me suis dit, il faut aller en Sibérie, on en trouvera. Et effectivement, on en a trouvé beaucoup. Donc il y a déjà cette notion de conservation d'ADN liée à la conservation du cadavre, puis à la conservation du sujet. Donc on avait ces éléments, et là-dessus, les médecins légistes ont été les premiers à montrer qu'on pouvait identifier assez finement un sujet à partir de son ADN.
Alors on s'en doutait, donc on fallait mettre au point une technique. Et donc les médecins légistes ont montré qu'on pouvait assez finement mettre au point, qu'on pouvait assez finement déterminer un sujet à partir de son ADN, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous disparaissez, si après cette conférence, je reprends mon vélo, et que ce soir à 20 h, je ne sois pas rentré chez moi, mon épouse va téléphoner à la police en disant qu'elle a disparu, et la première chose que va faire la police, elle va débarquer à la maison et elle va prélever ma brosse à dents. Pourquoi? Parce que 3 fois par jour, vous brossez les dents et vous avez l'ADN qui se colle dessus. Ils vont prélever cette brosse à dents et le jour où on retrouvera un squelette, si c'est le mien, ou un cadavre, on regardera si les deux sont identiques, ce qui fait que c'est une méthode d'identification qui est parfaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est commencé à se dire qu'en archéologie, peut-être ce serait intéressant pour l'identification des sujets. D'accord? Mais la question qu'il y avait au début, c'est que ces méthodes, toutes ces méthodes, coûtaient assez cher. Toutes ces méthodes coûtaient assez cher. Et donc, au début, c'est-à-dire dans les années 1997-2000, les chercheurs se sont plutôt orientés vers Néandertal. C'est-à-dire qu'on verra rapidement comment on peut penser, si vous voulez, les études, mais ils ont pris un peu les études à rebours. Alors la question qui se pose, ils ont pris les études à rebours, oui, mais comment penser les études du passé? Pour penser les études du passé, donc là je rentre dans un nouvel épisode, pour penser les études du passé, il faut se remettre dans le contexte d'une fouille archéologique. Vous êtes sur le terrain et vous avez un cimetière. Vous allez sortir des ossements humains, fouiller les ossements humains. Ces ossements humains vont vous renseigner sur quoi? Que ce soit d'ailleurs une fouille paléontologique ou une autre. La première chose, ils vont vous renseigner sur l'endroit où ils sont, c'est-à-dire sur le cimetière, d'accord, ou sur l'endroit où on les a trouvés. C'est ce qu'on appelle le monde des morts. Ensuite, une fois que vous arrivez au laboratoire, vous nettoyez ces ossements, vous les étudiez, et là, vous trouvez quoi? Vous trouvez des pathologies. Et vous dites, par exemple, rien d'exceptionnel, il s'était cassé une jambe. Vous parlez de quoi? Vous ne parlez plus du tout du monde des morts. Vous êtes en train de parler de la vie du sujet. Donc, vous parlez du monde des vivants. Quand vous avez fouillé votre cimetière, et vous avez fouillé un cimetière à côté, vous dites, tiens, ce cimetière à côté, il est postérieur à ce cimetière. Comment est-on passé de l'un à l'autre? Comment vous dites, ah ben, les populations à l'époque, ils disaient la forme du crâne a évolué, ils étaient plus grands, plus petits, etc. Donc on est dans l'évolution. Donc ce qui fait que des restes humains, on peut en tirer 3 grandes sortes d'indications: le monde des morts, le monde des vivants et l'évolution. Okay. Les premières recherches qui ont été menées en paléogénétique, où on n'étudiait que quelques fragments, l'ont été sur de l'ADN mitochondrial, et évidemment on s'est intéressé, je vous dis, pour des questions de coût, et puis ensuite il fallait quand même que ça brille un peu, on s'est intéressé à l'évolution. Et on s'est intéressé à Néandertal. Pourquoi on s'est intéressé à Néandertal? On s'est intéressé à Néandertal parce que depuis le 19e siècle, on se demande qui était Néandertal. Est-ce qu'il a disparu? Alors, en gros, on sait qu'il habite en Europe, d'accord? Et puis on sait qu'il y a 40 000 ans, des hommes modernes arrivent en Europe. Des hommes modernes, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, arrivent en Europe, s'installent, et on voyait plus ou moins que Néandertal disparaissait à ce moment-là. On disait donc, Néandertal, il n'a pas pu se croiser avec les hommes modernes, c'était donc une espèce ancienne, et les hommes modernes, c'est une nouvelle espèce, et on appliquait une définition d'espèce qui est assez connue, qui est, ce sont des sujets dont le croisement donne des hybrides fertiles. Donc on disait, l'homme moderne et Néandertal, c'est 2 espèces totalement différentes, et il y avait toute une série donc, du coup, de discussions qui étaient engagées là-dessus,
en disant les Néandertaliens, ils n'avaient pas les mêmes productions, etc. Finalement, ils avaient un mode de pensée différent. Mais au même moment, il y avait d'autres chercheurs, là aussi deux opinions contradictoires, qui disaient mais peut-être, nous ressemblaient-ils, ils ont peut-être pu se croiser avec nous, etc. Alors quand on disait ça, les gens regardaient souvent très haut. Donc on s'est intéressé, l'équipe de Pavot a commencé par s'intéresser aux Néandertaliens. Et en fait, ce qui s'est passé, je pars sur 20 ans de travaux qui ont été publiés au meilleur niveau, on s'est aperçu en fait au départ, les premières études ont montré que l'ADN mitochondrial était différent. Donc certains ont dit, ben voyez, on vous l'avait dit, c'est une espèce différente. Et puis on s'est aperçu que l'ADN nucléaire n'était pas différent, mais il y a eu quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on a eu de l'ADN de Néandertal. Et donc, comme on a eu de l'ADN de Néandertal, on a eu, mais cet ADN de Néandertal, on peut l'étudier pour lui, mais en fait, on pourrait regarder si on en a dans notre génome, puisqu'on avait enfin une référence. Quand vous n'avez pas de référence, regardez notre génome, vous ne savez pas ce qu'on disait, tout est humain, si vous voulez. Tout est de nous, mais on n'avait pas de référence. Donc on a dit, on peut regarder si on a du Néandertal en nous. Et là, surprise, la totalité des populations mondiales, sauf les Africains d'Afrique subsaharienne, ont du Néandertal en eux. Nous avons tous, dans notre génome, de 2,5 à 3,5% de génome de Néandertal. Et quand on prend une population suffisamment importante, comme ces fragments de Néandertal ne sont pas exactement les mêmes chez vous comme chez moi, et bien on s'aperçoit qu'on peut reconstituer 40% du génome de Néandertal simplement en nous étudiant nous. C'est intéressant, mais ça veut dire quand même qu'il s'en est perdu 60%. Qui pose d'autres questions. Et donc, au départ, l'idée est venue qu'on s'était croisé avec Néandertal. Donc là, on était dans un phénomène d'évolution. Et non seulement on est dans un phénomène d'évolution, mais ça faisait voler en éclats beaucoup d'éléments sur lesquels on a peu insisté jusqu'à présent. Je dis on, c'est la communauté civile scientifique, c'est-à-dire même cette notion d'espèce. La notion d'espèce est un peu volée en éclats, si vous voulez. Parce qu'on a cet ADN qu'on a en nous de Néandertal, on appelle ça une introgression. Qu'est-ce que c'est qu'une introgression? C'est de l'ADN d'une autre espèce qui passe dans une espèce. Et jusque-là, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'avait pas été envisagé. Avec Darwin, ne connaissait pas l'ADN, et pour Darwin, l'évolution se passait au niveau des sujets. Pour les néo-darwinistes qui connaissaient l'ADN, l'évolution se passait au niveau des populations, mais il y avait, y compris pour des gens comme Gould dans les années 70, qui avaient quand même des idées différentes des néo-évolutionnistes, il y avait quand même une barrière d'espèces qui était importante. Et là, la barrière d'espèces n'existait pas. Donc ça, c'est quelque chose qui a posé. Alors d'autant plus que, au départ, c'est assez intéressant d'ailleurs du point de vue, je dirais, l'histoire des sciences. Au départ, vous vous souvenez, ils ont dit, ah non, c'est une espèce à part. Puis ensuite, on a dit, oui, ils se sont croisés un peu. Puis ensuite, on a dit, oui, ils se sont croisés pas mal, mais surtout vers la fin, vers il y a 40 000 ans. Et puis il y a eu d'autres études, justement sur le chromosome Y. Le chromosome Y, on disait, le chromosome Y, chez nous, les Homo sapiens, il est unique. Les Néandertaliens n'en ont pas. D'accord ? Donc, ça au moins c'était ça. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait tellement de ressemblances qu'en fait, on pense que le chromosome Y de notre espèce est passé aux Néandertaliens il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Et puis on s'aperçoit que les Néandertaliens et les Homo sapiens se sont certainement croisés de façon plus ou moins intense tout au long de leur histoire. D'accord ? Alors que l'archéologie nous disait, les hommes modernes sont sortis d'Afrique il y a à peu près 100 000 ans, voire 70 000 ans vers le sud, et puis il y a 40 000 ans vers l'Europe, et ils ont rencontré les Néandertaliens. Mais là, c'est plus du tout ça. Ils se sont croisés
depuis les débuts. Donc là, la génomique voit des choses que l'archéologie ne voyait plus. Donc, c'est plus l'archéologie qui dicte la génomique, c'est la génomique qui dicte l'archéologie. Et au même moment, Pabot, toujours lui, étudiait dans un gisement Denisova, dans le sud de la Sibérie, des restes humains. Et il y avait une phalange et une dent. Et la question était toujours la même. Est-ce que ce sont des Néandertaliens ou est-ce que ce sont des hommes modernes? La question était simple, toujours au départ. Mais il a dit, et personne n'était capable de trancher parce que sur une dent, c'est difficile, sur une phalange, différentes espèces, c'est difficile. Et donc, il analyse cette phalange, et qu'est-ce qu'il trouve? Ce n'est ni un Néandertalien, ni un homme moderne, et c'est une troisième espèce. Enfin, une troisième espèce, une troisième population, une troisième sous-espèce, on n'en sait rien, puisque toutes les dénominations ont explosé. C'est une population qu'on ne connaissait pas jusque-là en archéologie, en paléontologie, et à qui il donne le nom, naturellement, de Denisoviens. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que ces Denisoviens, c'est comme les Néandertaliens. On avait attrapé leur ADN, et même comme c'était en Sibérie, on l'avait très bien attrapé. Curieusement, c'était sur une phalange, mais on a plus attrapé de l'ADN dénisovien sur une phalange que sur quantité de Néandertaliens qui ont été séquencés plusieurs fois. Et là, on s'aperçoit que cet ADN dénisovien, eh bien, il est surtout présent en Asie, mais que chez certaines populations d'Asie, il peut atteindre 7 ou 8% des populations. C'est-à-dire qu'on commence à se mettre dans l'idée que nous autres, Homo sapiens, ne sommes pas une espèce qui aurait émergé comme ça en Afrique et puis qui aurait éliminé les autres populations qui se trouvaient un peu ailleurs, mais on a survécu, mais on s'est croisé avec elles. Et alors, c'est d'autant plus intéressant que quand on regarde, je dirais, les extrêmes de ces éléments-là, ce qui se cache derrière, en fait, maintenant, d'un point de vue technique, vous avez deux difficultés. La première difficulté, c'est d'extraire cet ADN. Et, par exemple, le laboratoire dirigé par Ludovic Orlando est remarquable là-dessus, c'est-à-dire que vous avez des laboratoires qui vont chercher des morceaux d'ADN qui sont gros comme ça, mais il y en a qui arrivent à chercher des tout petits morceaux d'ADN, beaucoup plus petits que les autres, si vous voulez, et c'est ce qui fait leur puissance. Mais à côté de ça, vous avez un autre élément qui est le traitement des données. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'ADN dans les années 97, je cherchais des relations de parenté entre sujets. Ces relations de parenté entre sujets, je les traitais le soir chez moi sur un fichier Excel. C'est-à-dire que j'avais 20 données par sujet. Monsieur Orlando, qui dirige le laboratoire, actuellement, il en a au minimum 500 000. Donc avec un fichier Excel, c'est difficile le soir à la veillée, si vous voulez. Mais ça va souvent sur plusieurs millions. Donc on a ce qu'on appelle la bioinformatique, qui est, je dirais, devenue essentielle là-dessus. Et les découvertes d'ailleurs qui se font des découvertes essentiellement essayer non plus d'extraire la donnée de l'os, mais extraire de la donnée de l'ADN qui a été extrait. Donc, comme il nous faudra là moment conclure, si vous voulez, d'ici un quart d'heure, on va se remettre dans la perspective que je vous disais. Qu'est-ce que l'ADN a apporté? Alors on voit qu'en paléontologie, ça a apporté beaucoup de choses, j'en reviendrai là-dessus. Mais reprenons nos éléments. Sur le monde des morts, d'abord. Le monde des morts, donc, si je suis mon explication, ça a été un peu comme parcours. On a commencé par les Néandertaliens, les Denisoviens, puis après on est remonté jusqu'au Néolithique, et on commence actuellement, quand je dis on commence actuellement, il y a 2 mois, dans Nature est parue une étude extraordinaire sur 350-400 sujets médiévaux. Donc on arrive maintenant à l'époque médiévale. Donc on a commencé à s'intéresser, je dirais si on reprend ces éléments, maintenant au monde des morts. Qu'est-ce qu'on peut tirer du monde des morts? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut tirer de l'étude des cimetières? Ce qu'on peut tirer de l'étude des cimetières, c'est, jusqu'à présent, on avait des cimetières, et puis on avait des tombes.
Dans ces tombes, on trouvait les sujets, avec des fois du mobilier, une structure de tombe particulière, et on avait à côté de ça des datations. Bon, on n'en tirait pas grand-chose. Comment avaient fonctionné ces cimetières? On n'en savait pas beaucoup. À partir de maintenant, si vous voulez, à partir du moment où on a de la génétique et de la génomique, on arrive à savoir qui était parent avec qui. Et non seulement qui était parent avec qui dans une même tombe, mais qui était parent avec qui entre une tombe ici et une tombe là, mais entre une tombe en Angleterre et une tombe en Scandinavie. Bon. On arrive à retrouver des gens qui étaient cousins de Drakkar en Scandinavie, qui ont attaqué l'Angleterre, qui se font tuer en Angleterre, qu'on retrouve dans une fosse commune, et on retrouve leurs cousins en Scandinavie. Bon. Donc on arrive, si vous voulez, à établir des relations de parenté. En dehors du fait qu'on arrive à établir des relations de parenté jusqu'à 3e, 4e degré actuellement, on peut aussi suivre des lignées. Lignées maternelles, lignées paternelles, et on arrive à suivre des lignées sur, actuellement, 6 ou 7 générations. C'est-à-dire qu'on a des cimetières, j'en ai un en Mongolie justement, où je suis les lignées sur 6 générations. Donc ça vous renseigne sur 2 choses. Premièrement, ça vous renseigne sur comment s'est construit le cimetière. Avant, on disait on a un cimetière, c'est un peu comme tous ces sièges ici. Maintenant, on a non seulement les sièges, mais on peut dire comment la salle s'est remplie. Ça, c'est assez extraordinaire. Mais ce qui est le plus intéressant, et qui est l'étape de demain, sur laquelle on a commencé à travailler, c'est de savoir comment la culture a évolué. C'est-à-dire, quand on trouve quelque chose dans les tombes, on peut se demander, tiens, celui-là, il est là. Et puis, par exemple, une tombe médiévale. Le père est enterré comme ça. Est-ce que le fils est enterré comme ça ou comme ça? D'accord? Et on va donc faire des items culturels et voir comment ces items culturels se transmettent dans la population. Est-ce qu'ils se transmettent de façon verticale, d'accord, ou est-ce qu'ils se transmettent de façon horizontale? C'est-à-dire que ce qui est en jeu via la génomique, c'est plus la génomique, mais c'est la diffusion de la culture. Je vous donne un exemple simple. Dans un cimetière égyptien que je connais bien, l'époque pré-dynastique, on disait pendant longtemps, quand on regardait les études, ils mettaient les vases, il y avait énormément de vases dans ces tombes, n'importe comment. Il y a un cimetière, c'est devant la tête, il y a d'autres cimetières, c'est au pied, d'autres, c'est un peu partout. D'accord? Et puis, on ne sait pas, il y a des caractères qui apparaissent, etc. À partir du moment où vous avez une chronologie fine, en même des relations de parenté, vous pouvez regarder comment ça marche. Et vous apercevez qu'en fait, la position des vases, elle varie d'un cimetière à l'autre, mais elle varie quasiment pas dans un cimetière. C'était des modes locales. Ça se transmettait de parents à enfants. C'est-à-dire que quand quelqu'un mourait, on avait plutôt pris l'habitude dans telle communauté de mettre les peaux devant la tête, puis dans telle autre, on les mettre ailleurs. Et dans le même temps, on s'aperçoit qu'il y a des éléments qui diffusent, par exemple des constructions de sarcophages en terre crue dans des cimetières de villageois. Ces sarcophages en terre crue, ça n'a rien à voir du point de vue transmission horizontale, transmission verticale, c'est une transmission horizontale. C'est-à-dire qu'ils voyaient les sarcophages dans l'élite, il y avait des sarcophages en bois, eux ils imitaient ça, si vous voulez. C'était pas des trucs qui se passaient dans les familles, c'était des modes qui étaient diffusés. Donc on arrive, au niveau des cimetières à l'heure actuelle, grâce à la génomique, à comprendre comment à un niveau local se diffusait la culture. Est-ce que se diffusait dans les familles, ou est-ce qu'elle se diffusait de façon horizontale? Comment les gens choisissaient l'emplacement d'une tombe, comment les gens ne choisissaient pas l'emplacement d'une autre tombe. Vous pouvez multiplier les exemples, il y a des choses qui sont assez étonnantes. Sur une nécropole mongole, on a 2 lignées. Dans la première lignée, ils choisissent tous d'être inhumés au même endroit. Et puis dans la deuxième lignée, on a des tombes riches, mais c'est une fois là, une fois là, une fois là, une fois là. Et en fait, quand vous étudiez la façon dont ils se répartissent les tombes, dans la lignée où ils sont tous regroupés, ils sont tous mariés avec des femmes d'origine étrangère, d'accord? C'est-à-dire que
ils avaient attiré, c'est une organisation locale, ils se mariaient avec des femmes étrangères qui étaient inhumées chez elles, tandis que dans la deuxième lignée, pour des raisons qui nous échappent, souvent les femmes qui sont inhumées sont des femmes locales, c'est-à-dire qu'elles avaient par exemple, elles avaient divorcé de leur époux, ou elles voulaient en tout cas revenir dans la nécropole de leurs parents. Et quand elles revenaient dans la nécropole de leurs parents, ils disaient non, tu ne peux pas être enterré avec nous, enfin, va t'enterrer un peu plus au sud. Et ensuite, quand leur fille disait ben moi aussi je vais être enterré avec la nécropole de papa et maman, et l'autre il disait non, 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 pas t'enterrer un peu au nord, s'il vous plaît. Ce qui fait qu'on a un noyau dans une lignée qui est très regroupée, et dans l'autre lignée, en fait, ils font des mouvements incessants entre le nord et le sud. Donc ça, si vous voulez, ça nous renseigne beaucoup sur le monde des morts. Le monde des vivants. Le monde des vivants a été complètement transformé. Complètement transformé, pourquoi? Pour deux choses. Qu'est-ce que c'était avant le monde des vivants? Le monde des vivants, avant, c'était l'étude de la démographie, mais on n'avait pas beaucoup d'éléments. Hein. Pour reconnaître les âges de décès des enfants, pour les adultes, on peut se faire une idée, pas plus. Et c'était la pathologie et les causes de décès. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est dans les populations traditionnelles, 70% des causes de décès sont liées à des maladies pulmonaires. Si j'étais dans une population traditionnelle, je serais mort depuis longtemps. Donc, ça, c'est un élément. Mais, jusqu'à présent, on n'avait aucun élément pour reconnaître les maladies infectieuses. Comment diagnostiquer une maladie infectieuse sur un squelette? D'autant plus qu'elle vous tue rapidement. Encore la tuberculose, des fois, ça vous dit, soudainement, on va vous tuer, et au moment où ça vous tue, vous avez des séquelles osseuses. Comme il n'y a que 5% des sujets qui font des séquelles osseuses sur l'ensemble des sujets qui sont pulmonaires, ça ne donne pas grand-chose. Tandis qu'aujourd'hui, en fait, si vous mourrez d'une maladie infectieuse, telle que la peste, eh bien, vous avez, au moment où vous mourrez, le bacille de la peste qui est présent dans tout votre sang. Comme il est présent dans tout votre sang, il passe partout, et il va notamment se coincer dans la pulpe dentaire. Et au moment où vous mourrez, donc, il y a du bacille de la peste dans la pulpe dentaire. Et donc, quand on prend une dent, on va extraire aujourd'hui, dans le laboratoire, et Ludovic est très fort pour ça, il va extraire la totalité de l'ADN compris dans la dent. Qu'est-ce qu'il va obtenir? Premièrement, l'ADN de toutes les bactéries qui vivaient dans la Terre autour. Alors ça, c'est une sacrée... Il va falloir s'en sortir, si vous voulez, d'accord? Mais il y en a beaucoup. Ensuite, il va obtenir l'ADN du sujet. Donc il va pouvoir sortir ses liens de parenté, sa famille, enfin tous les éléments que je vais vous donner. Ensuite, il va pouvoir sortir toutes les bactéries qu'il y avait sur son tartre, le film, d'accord? Et donc là, on va avoir une idée de la flore bactérienne de la bouche. Tout à l'heure, vous nous parliez, monsieur, de nouvelles voies d'accès. Ça, c'est quelque chose qui s'ouvre. Au départ, on a dit, comme d'habitude, on a étudié quelques dents, on a dit, oh, ça varie entre les chasseurs-cueilleurs, les agriculteurs, les populations ados, etc. Et puis quelqu'un a dit, ah oui, mais s'ils ont une carie, ça change. Ah oui, mais s'ils vont en avoir une, ça change aussi. Donc maintenant, on est en train d'introduire une nouvelle notion qui est la géographie buccale de l'ADN. C'est-à-dire, quelle géographie on a dans la bouche en fonction des bactéries. Et donc, il extrait l'ADN des bactéries du sol, on extrait l'ADN des bactéries du sujet, l'ADN des bactéries de la bouche, et ensuite, de quoi est mort le sujet. Et donc, s'il est mort de la peste, on retrouve qu'il est mort de la peste. Donc ça, c'est un élément important. Et donc, les avancées les plus importantes ont été dans le domaine des maladies infectieuses, où on a pu séquencer la peste. Alors, par exemple, un truc qui semble évident, la grande peste de 1348, qui a tué la moitié de la population européenne en 3 ans, aujourd'hui, c'est quelque chose de défini, qui est admis, si vous voulez. Avant les travaux de Raoult, sur la peste, notamment à Saint-Comédanie à Montpellier, il y avait encore des personnes qui disaient la grande peste, c'était un virus ou autre chose, mais ce n'était pas la peste. Donc ça, non seulement on a pu affirmer la peste,
mais aussi qu'on peut, face à ces cultures dont on dit tiens, dont c'est diminué en même temps, on ne sait pas quoi, on peut reconnaître. Donc on a fait la peste, la tuberculose, très difficile, parce que c'est une mycobactérie tuberculeuse, elle ressemble beaucoup aux bacilles qui sont dans notre entourage. Donc je fais ça, 60% de mycobactéries sur mes doigts. Donc ça va être difficile à reconnaître la tuberculose. C'est un peu difficile. Donc on a fait la peste, la tuberculose, la variole, la grande tueuse de l'humanité. Souvenons-nous quand même que la variole, si on n'en parle plus trop, ça a été éradiqué en 1980. Éradiqué en 1980, 20e siècle. 20e siècle, la variole, ça fait quand même entre 300 et 500 millions de morts. Et on pense qu'on est plutôt vers 500 millions que 300 millions. Bon. Il faut penser que la variole, c'est une maladie qui a tué depuis 2000 ans 10% de la population mondiale. Donc c'est un truc sur lequel on le savait, ça, mais ça ne voulait rien dire. On dit qu'à partir du moment où vous isolez c'est un virus, mais un virus à ADN. Au moment où vous isolez l'ADN, etc., parce qu'on ne peut pas étudier les virus, parce que les virus, souvent, ils sont ARN. Donc ça, on n'arrive pas encore trop à étudier l'ARN, mais on étudie l'ADN. Il y a des virus ADN, on verra. Donc il y a tant d'idées de maladies infectieuses comme ça, l'hépatite B, etc., dont on s'est mis à étudier. Et donc on peut avoir un reflet, si vous voulez, des maladies d'une population à un moment donné. À côté de ça, on peut avoir aussi une idée de sa démographie. Alors, de sa démographie, pourquoi? Parce que, en fait, je vais prendre un exemple très simple pour que vous saisissiez mieux l'enjeu. En 1348, la peste arrive en Europe. Elle tue en 3 ans, suivez dans les endroits, la moitié ou 2 tiers de la population européenne. À Montpellier, par exemple, c'est les 2 tiers de la population. Ça veut dire quoi? Prenons un gène. Ce gène, il a différentes formes. A, B ou C. Ceux d'entre vous qui s'intéressent à la biologie, on appelle ça des allèles. A est présent avec 80% en fréquence, 80% des sujets ont A. B est présent chez 15% des sujets. C est présent chez 5% des sujets. On tue. La peste tue la moitié de la population. Qu'est-ce qui se passe? La fréquence de 80%, à la fin de l'épidémie, elle existe toujours. Celle qui a 15%, statistiquement, elle a pu disparaître, et il peut rester quelques sujets. 5%, il y a probabilité qu'elle a fortement disparu. C'est ce qu'on trouve en Europe, à savoir que la population, avant la grande peste, a été quand même beaucoup plus variable qu'aujourd'hui. Génétiquement plus variable qu'aujourd'hui. Okay, quand on prend les gens qui sont originaires, 3 ans par an, 4 ans par an, par exemple, originaires de l'Ouest de l'Europe. Donc, on peut inférer, si vu comme ça, des données démographiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle des goulots d'étranglement. Donc, on a eu le monde des morts, on a vu le monde des vivants, et ensuite l'évolution. Donc, je vais terminer par l'évolution. L'évolution, aujourd'hui, on se heurte à une barrière qui est la barrière du temps. La barrière du temps, c'est quoi? C'est que l'ADN continue de se dégrader au cours du temps. Il continue de se dégrader au cours du temps, ce qui fait que quand c'est vraiment froid et que l'os est épais, l'os de mammouth, il y a des chercheurs qui arrivent jusqu'à 1 million d'années. Pour les os où il fait, je dirais en température habituelle, il est très difficile de descendre à plus de 300 000, 500 000, 600 000, 700 000 ans, ça devient très difficile. Pour les autres os, on se heurte plutôt à une barrière d'environnement. En Europe, c'est assez simple, je dirais, de sortir de la mienne des sujets de ces derniers millénaires. En Afrique, ça peut être très difficile. Très difficile. Pourquoi? Température, dans les zones
humides, succession, etc. Donc très difficile, ce qui fait qu'il y a des zones qui sont mieux étudiées que d'autres. Barrière du temps, barrière écologique. On a pu étudier l'évolution des populations, donc c'est ce que je vous disais. D'abord, cette idée que nous sommes un mélange, une introgression finalement de plusieurs espèces, parce qu'il y a eu les Néandertaliens, il y a eu les Dénisoviens, et puis je vous disais pour les Néandertaliens, on avait la référence. Pour les Dénisoviens, on avait la référence. Et alors donc on a pu chercher. Et derrière, vous avez des calculs de bioinformatique qui nous expliquent comment chercher. Et donc du coup, il y a des gens qui se sont dit, mais maintenant qu'on a la méthode comment chercher, on va regarder avec cette méthode dans les endroits où on n'a pas de référence. Et il y a eu des endroits, on appelle ça des espèces fantômes, si vous voulez, c'est très discuté, mais il est possible qu'en fait, il y ait on est dans notre génome des fragments d'espèces fantômes. C'est quoi une espèce fantôme? C'est une espèce dont on n'aurait pas encore extrait l'ADN, mais qu'on aurait déjà repéré dans notre génome. C'est-à-dire notamment, par exemple, il y a des populations en Afrique où on se demande qu'est-ce que c'est qui se passe, mais peut-être qu'on n'a pas encore fait suffisamment de fouilles ou qu'on n'a pas trouvé les fossiles adéquats, mais on a pu trouver les fragments d'ADN. C'est un élément les plus discutés, mais finalement les plus intéressants. On a connu l'évolution ensuite, élément fondamental de cette évolution, on s'est aperçu que Cavalli Sforza et Norman avaient faux. Ils avaient faux pourquoi? Parce que aujourd'hui, aucune population à travers le monde ne représente une population du passé. Bon, c'est vraiment très rare. C'est-à-dire que eux pensaient qu'on était les descendants des populations néolithiques. Vous vous souvenez, on était parti du Proche-Orient, à l'Afrique centrale, et on était arrivé jusque ça en se mélangeant. Ils avaient cette association entre ces données génétiques contemporaines et cette carte. Et donc 2014 a été ce qu'on appelle l'année du Big Bang de la génomique. Il y a des études qui ont été menées sur les squelettes néolithiques et de toute cette période. Et en fait, on s'est aperçu que ça avait été plus compliqué qu'il n'y paraissait, d'accord, ça on pouvait s'y attendre. Mais ensuite, il y avait eu une autre vague qui était arrivée. Âge du cuivre, âge du bronze, je vous le dis, ça s'appelle Yamnaya, vous pouvez compléter sur Internet, ou ceux qui s'intéressent à l'archéologie, les cordées, les campagnes formes, tout ça n'a aucune sorte d'importance, sauf pour les spécialistes. Et on s'est aperçu qu'en fait, les populations néolithiques avaient été remplacées en grande partie par des populations postérieures qui avaient échappé à tout le monde. Alors, elles avaient échappé à tout le monde, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Parce que les chasseurs-cueilleurs, ils n'avaient pas une importante démographie. Tandis que les agriculteurs, ils avaient une grosse démographie. Donc, Hammerman et Cavalli Sforza, ils appuyaient sur leur modèle en disant il y a eu une progression depuis l'Anatolie jusqu'en Europe de l'Ouest, mais cette progression, elle avait lieu grâce à un sous-entendu qui était expansion démographique. Et on pensait qu'après, il n'y avait plus d'expansion démographique. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a eu une expansion démographique, qui est celle de Yamnaya, au sens large, et cette expansion démographique a remplacé dans certains endroits une population néolithique. Or, c'était un drame. Les Anglais étaient persuadés qu'ils étaient les descendants de ceux qui avaient construit Stonehenge. Non, les Anglais ne sont pas les descendants de ceux qui ont construit Stonehenge. Ce sont les descendants de ceux qui sont arrivés bien après, qui sont des campagniformes. Les Espagnols étaient persuadés que les envahisseurs du bronze n'étaient jamais arrivés jusque chez eux. Quand on leur a annoncé cette espèce de... Et notamment, en fait, ceux qui ont pris le pouvoir en Espagne, c'était les hommes. C'est au niveau du chromosome grec, de tous ces groupes. Et donc, ça a modifié totalement, si vous voulez, notre perception des peuplements passés. Parce qu'à côté de ça, on s'aperçoit que ces éléments dont je vous ai parlé, c'est quand on fait l'ADN, par exemple dans la région ici, eh bien on s'aperçoit ou en France, par exemple avec l'épouse André Sumer-Orlando,
on a étudié une population qui date de 3500 avant Jésus-Christ, en notre ère, donc, en Champagne, et on aurait dû trouver, c'est une cavité sépulcrale d'agriculteurs. Mais dans cette cavité sépulcrale d'agriculteurs, vous avez des gens qui ont un génome qui est presque celui des chasseurs-cueilleurs qui normalement auraient dû disparaître 500 ou 600 ans avant, si vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait différentes communautés. Il suffit de regarder aujourd'hui, sortons dans la rue, si vous voulez. C'est un truc qu'on s'imaginait toujours une espèce de... Vous savez, c'est la pureté originelle. C'est toujours le truc, la pureté originelle. Sortons dans la rue, on s'aperçoit, je disais hier, que le New York Times disait pour les Jeux Olympiques, telle chanteuse chantera les chansons d'Edith Piaf, exactement, merci à vous. Et le New York Times disait, c'est fantastique parce que ça c'est bien vu des Français, parce que la France est actuellement un des pays d'Europe où il y a la plus grande diversité. Mais on pensait qu'au néolithique, ils n'étaient pas divers du tout. On pensait que... Ouais. En fait, on s'aperçoit que dans une même communauté, il y avait des gens qui étaient des descendants de chasseurs-cueilleurs et qui ne s'étaient pas mêlés certainement aux autres pendant 300 ou 400 ans, si vous voulez. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça a montré aussi, c'est comme pour les Néandertaliens, au départ on disait non, ils ne se sont pas mêlés, puis après ils se sont mêlés un peu, puis maintenant ils se sont mêlés tout le temps. Et là, c'est un peu pareil, si vous voulez, pour les autres. Au fur et à mesure que les études se font, il y a des choses qui apparaissent. C'est par exemple, on disait à une époque, il n'y a pas eu d'invasion en Europe, les grandes invasions n'ont pas existé. C'était les gens, ils adoptaient des modes, etc. On s'aperçoit que les grandes invasions existaient en Europe. Il y a des cimetières de grandes invasions. Donc ça, on s'aperçoit. Mais dans le même temps, on s'aperçoit qu'il y a eu énormément de mélange. Donc ça, si vous voulez, c'est un apport qui est intéressant. C'est un apport, je dirais, pour le passé, pour notre compréhension du passé. Et c'est aussi un apport qui est facilement, je dirais, sociétal, sur réflexion sur une possibilité. Et ensuite, je terminerai sur quel futur, si vous voulez. Quel futur pour toutes ces études. On peut penser que ça va se généraliser avec diminution des coûts, puis ça va rentrer dans... Je me souviens de l'époque où mon patron, il y a bien longtemps de ça, une quarantaine d'années, il disait en fait, vous achetez un ordinateur, c'est configuré, la totalité des crédits du labo vont un jour passer dans les ordinateurs. Donc maintenant, quand j'entends dire que les études coûtent cher, ça me rappelle un peu ce que disait mon patron. Oui, un jour, la plupart des études passeront d'année à l'ancien, si vous voulez, parce que c'est comme maintenant un ordinateur, on ne pourra plus s'en passer, quoi. Donc ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est que, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que notre, peut-être Louis Quintana en a parlé, parce que c'est quand même lui le grand spécialiste de ces choses-là, c'est que quand ces gens, ces Yamnaya sont arrivés en Europe, ils ont forgé notre patrimoine, et ça s'est mélangé, notre patrimoine génétique, et en même temps, il y a eu une coévolution avec les maladies qu'il y avait, si vous voulez. Et notre système immunitaire, il s'est forgé à ce moment-là, d'accord ? C'est-à-dire que la résistance aux maladies, le fait qu'on ait des maladies immunitaires, l'arthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, etc., qui sont des maladies qui sont quand même bien influencées, elles sont certainement apparues, si vous voulez, à ce moment-là, du point de vue ça. Donc ça donne des idées, si vous voulez, sur, je dirais, l'avenir. Vous en avez parlé, monsieur, ça, sur les traitements et autres. Et ensuite, la dernière idée que je voudrais développer très rapidement, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui que la génétique ne fait pas tout. Si on revient un peu sur cette idée, on a séquencé le génome humain, etc. Et finalement, si les globules rouges ont bien un déterminisme génétique, ce qu'on nous avait annoncé il y a 10 ou 15 ans, qu'on connaîtrait l'origine de toutes les maladies grâce à la génétique, ça ne se passe pas. Par exemple, la stature, c'est-à-dire la hauteur du sujet, qui est un élément qui est très héritable. Les grands sont souvent des familles de grands, etc. Et on pensait qu'on allait trouver facilement des gènes de cela. Et en fait, on s'aperçoit que c'est sous la dominance de dizaines de gènes, et dans certaines populations, et quand on prend une autre population, on s'aperçoit qu'il faut encore augmenter le génome. Donc, on revient un peu sur cette idée comme quoi le génome commanderait tout, c'est plutôt des interactions entre gènes. Et à côté de ces interactions entre gènes, en fait, ce qui commanderait tout, et notre collègue Blanchard
l'Université de Toulouse est bien placée pour vous expliquer les éléments de ce type, c'est l'épigénétique. C'est-à-dire qu'on aurait des régulateurs qui pourraient se mettre sur nos gènes et qui réguleraient le génome. Alors, on connaît un peu, puisqu'on tout part d'une seule cellule, et qu'ensuite il y a des cellules qui vont faire du foie, du cerveau, etc. Donc c'est le même ADN, il est évident qu'il y a des phénomènes de régulation qui se mettent en place, de régulation du génome qu'on peut appeler épigénétique. Mais il semblerait aussi qu'il y ait des phénomènes épigénétiques qui se mettent en place au cours de la vie, si vous voulez, et qui soient transmissibles sur quelques générations. Ça pourrait par exemple expliquer les épidémies de diabète qu'on voit aujourd'hui. Il n'y a pas de gène associé au diabète, on voit ça de façon très difficile, mais il semblerait bien pourtant qu'il y ait des familles qui aient des susceptibilités au diabète, et on verrait plutôt des actions épigénétiques. Et donc, l'un des grands éléments du laboratoire où je suis aujourd'hui, c'est de travailler effectivement sur l'épigénétique. Et par exemple, dans certaines populations qu'on étudie avec Ludovic Orlando, on s'aperçoit que lors du contact avec les Européens, par exemple, eh bien, vous avez des sélections de gènes, et en même temps que les sélections de gènes, vous avez des variations épigénétiques qui se mettent en place. C'est-à-dire qu'il y a d'autres phénomènes, et donc cette épigénétique, c'est aujourd'hui un des grands éléments de la médecine, et c'est aussi un des grands éléments de l'ADN ancien, et c'est vers là-bas que je dirais que ce que tend la recherche fondamentale, puisque pour le reste, les relations de parenté, tout ça, des améliorations sont possibles. Je dirais que les améliorations viendront surtout en fait il y aura peut-être de la technologie qui va être moins coûteuse, plus facile à utiliser avec des robots qui vont automatiser tout ça, ça existe déjà, ça peut se généraliser, mais ça viendra surtout situé de sa généralisation. Et c'est un peu comme le téléphone portable, les ordinateurs. Il y a 40 ans, il y avait quelques ordinateurs dans les labos, maintenant tout le monde en a. Et donc, ça permet un autre saut. Et donc, cet autre saut, si vous voulez, il va avoir lieu par la généralisation de ces études. Mais ensuite, sur le fond, d'accord, les grandes avancées auront lieu à l'épigénétique. Ensuite, avec des études, on va certainement passer aussi à une étape qui s'appelle la protéomique. Qu'est-ce qu'il s'agit? Vous vous souvenez, je vous ai dit en début, un gène, une enzyme, une protéine. Protéine, protéomique. Et alors, pour les sujets où l'ADN est détruit, d'accord, où il n'y a plus d'ADN, c'est par exemple tous les fossiles, on peut se dire, alors si on étudie les protéines, on aurait accès à l'ADN. Et ça commence à se faire, si vous voulez, et notamment au niveau des dents. Pourquoi? Parce qu'au niveau des dents, les dents, c'est le tissu le plus dur. Les dents, c'est de l'os avec un peu moins d'eau. Donc, on recherche des protéines. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que la diversité des protéines à l'intérieur des dents, elle existe, mais elle n'est pas très grande. Mais on peut, par exemple, il y a des études qui sont sorties sur des fossiles où on peut donner à partir des protéines le sexe des fossiles. Certains collègues trouvent que ça ne fait pas beaucoup, mais en fait, vous avez des fois des espèces, on pensait qu'il y avait deux espèces différentes, non, c'était un mâle et une femelle. Donc ça, on arrive maintenant. C'est exceptionnel, mais on arrive. On arrivera de plus en plus avec des éléments qui permettent de retrouver des protéines, des diffractions, des choses, éléments de ce type, à savoir et à remonter finalement à l'ADN, non pas directement via l'ADN, mais via les protéines. Et donc là, si vous voulez, ça nous ouvre un champ qui est en train de se développer. C'est quelques articles pointus qui sortent en Nature ou Science, mais qui sont vraiment, ça nous ouvre un champ qui est celui de la génétique, finalement, de plus d'un million d'années, c'est-à-dire des fossiles, des australopithèques et à terme des dinosaures, par exemple. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la génétique, la façon, je dirais, dont je la vois, moi. Et donc je pense que ce qui est important, c'est effectivement savoir où ça se place dans ce contexte de l'évolution des sciences, de l'évolution et de l'archéologie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on est déjà hors temps. Il est déjà 14h sonné.
Donc on va quand même prendre 2-3 questions et c'est quelques minutes pour y répondre. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions dans la salle? Il y en a un. En dessous, vous avez un bouton rouge. Ici, c'est bon, ça marche, super. Moi, demain, je vais parler de la créolisation. Et c'est très intéressant de vous avoir écouté aujourd'hui, parce que, par la génétique, vous nous amenez jusqu'à la limite de ce qu'on appelle le métissage culturel. C'est-à-dire que j'appréciais que vous n'alliez pas dans le domaine du culturel, parce que la génétique, elle ne peut pas expliquer le culturel. La créolisation n'est que culturelle. Et donc, pour que la créolisation fonctionne, très souvent, il faut des métissages. Et donc, j'ai beaucoup aimé que vous nous prépariez, mon public, à ce que je vais raconter demain. Ouais, vous voyez en public au moins qu'on s'était pas mis d'accord. Oui, parce que par exemple, les agriculteurs éleveurs venus de la Mésopotamie, et qui, cherchant les terres fertiles, ont marché vers l'ouest et sont arrivés à Karnak. Il faut voir ce qui s'est passé à Karnak. À Karnak, ils ont trouvé des chasseurs-cueilleurs. Alors donc vous parlez du métissage et de l'apparition de la pierre polie, etc. Mais en fait, bon, la créolisation, elle explique plus une explosion culturelle. Des agriculteurs qui rencontrent des chasseurs-cueilleurs, tout a changé. Tout a changé, et leur mode de vie, et la démographie, et le commerce, etc. Ils ont inventé un système de... Je ne peux pas dévoiler mon truc de demain, mais c'est on va vous écouter demain. C'est peut-être... voilà, on va essayer peut-être... comme on a très peu de temps, merci beaucoup pour votre commentaire. On va peut-être excusez-moi sur l'intervention. Excusez-moi d'être long, c'est de l'enthousiasme. Merci. Une question de Oui, bonjour. Oui, c'était vraiment très très intéressant. Moi, je suis dans une question sur ces modifications des perceptions du passé. Est-ce que ça induit dans la sphère de l'archéologie des modifications des perceptions du futur en train de se faire? Et s'il y a du métissage, en ce moment il y a du métissage de l'humain avec les technologies. Et vos recherches n'existaient pas sans les apports de l'ingénierie technologie très pointue qui permet d'aller regarder l'infiniment petit des mitochondries, entre autres, et des molécules. Voilà. Oui, mais c'est toutes ces... Il faut voir que le passé, l'étude du passé, en fait, pour certains, c'est même pas une science, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on bénéficie d'autres sciences. Alors, il y a eu cette idée d'évolution, c'est pour ça que Darwin reste, si vous voulez, si on parle toujours de Darwin, etc., c'est parce qu'il reste, je dirais, un marqueur important par les idées qu'il a lancées, puisqu'avant lui, l'idée d'évolution existait, mais depuis Lamarck au moins, mais on n'avait pas proposé de théorie, si vous voulez. Alors même si la théorie darwinienne a été amendée, il reste quelques éléments, si vous voulez. Et ensuite, tout ce qui s'est passé a bénéficié de ruptures technologiques. C'est-à-dire que c'était la rupture technologique du carbone 14, puis c'était la rupture technologique de la génomique, qui d'ailleurs n'a pas été, si vous voulez, pas beau avec le prix Nobel de médecine, mais quand on regarde, on peut se dire, tiens, pourquoi elle a dilue au bout d'une vingtaine d'années, si vous voulez. Mais en fait, on sait que les discussions qu'il y avait, on ne connaît pas trop les discussions au sein du comité Nobel, enfin, ce qui en revient, si vous voulez, c'est comme bien souvent dans le cadre de prix Nobel, faut-il donner le prix Nobel à celui qui a inventé la chose, si vous voulez, ou à celui qui l'a développé, d'accord? Donc,
Cabot, effectivement, a eu cette intelligence de développer les choses et de toujours les développer en étant à la pointe du progrès, en démarchant ceux qui mettaient au point de nouvelles machines, etc. Donc on a effectivement une imbrication de ruptures technologiques qui sont... voilà, après ça va être la rupture technologique dans quelques années, ou même peut-être dans quelques mois, qui doit très vite. Notre association fera une rencontre sur l'intelligence artificielle, si vous voulez, l'archéologie. Bon, c'est pas l'archéologie qui va inventer l'intelligence artificielle, c'est la rupture technologique qui en fait va modifier tous ces éléments-là, y compris dans le cas de la colonisation. Merci. Je crois qu'il y a une prise de parole. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre exposé très clair. Et alors, c'est une question un peu de point de départ. Je veux savoir si ce qui caractérise l'espèce humaine et les différents hommes préhistoriques, est-ce que c'est le fait d'avoir 23 paires de chromosomes et qui nous distingue des primates qui en ont 24, ou est-ce que je simplifie, ou est-ce que est-ce qu'il y aurait une mutation à un moment donné? Est-ce que Tolbaï au Tchad, 7 millions d'années, est-ce qu'on peut savoir combien il avait de paires de chromosomes? Et Lucie au temps des Beatles, voilà. Alors, pour vous répondre à votre question, il y a plusieurs questions dans votre question. Vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'être humain, et ensuite, est-ce que le génome fait l'être humain. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que le génome fait l'être humain et les chromosomes de Toumaï? Sur les chromosomes de Toumaï, je ne peux pas vous répondre parce que je veux dire, ce serait prétentieux, on ne les a pas extraits et on connaîtra son ADN, son nombre de chromosomes, peut-être sur ses protéines, certainement un jour, mais son nombre de chromosomes, sûrement pas. Ce qu'on sait, c'est quand on regarde les chromosomes, vous parliez tout à l'heure, c'est que quand on regarde les chromosomes des grands singes, que ce soit notamment les gorilles, les chimpanzés nous-mêmes, on s'aperçoit qu'en fait, il y a eu des recouvrements, si vous voulez, à certains moments. Et donc, ces phénomènes d'introgression dont je vous parle, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est croisé avec les néandertaliens. On s'est croisé avec les néandertaliens. Il y a eu des échanges de gènes. Mais, en fait, au sein des vertébrés, Gould a par exemple dit que pour qu'une espèce au sein des vertébrés se différencie des autres, il faut à peu près 1 million d'années. C'est ce que disait Gould. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où vous allez avoir ce phénomène de séparation de deux populations, on va appeler un phénomène, les spécialistes appellent un phénomène de spéciation. C'est-à-dire que les deux espèces commencent à diverger comme ça. Pendant 1 million d'années, elles vont peut-être continuer à pouvoir se croiser. C'est ce qui s'est passé certainement avec les néandertaliens. Ils étaient certainement, c'est pas certainement, ils étaient à part, ils vivaient en Europe, etc. Les hommes modernes, eux, ou leurs ancêtres, étaient en Afrique ou ailleurs, en tout cas, mais ils pouvaient continuer à se croiser. Et puis, à un moment, la barrière d'espèces est franchie et vous n'arrivez plus à vous croiser. Donc, par exemple, avec une des questions qui est, mon ami Michel Brunet, je dirais, on connaît Toumaï, et moi je suis partisan de l'hypothèse de Michel, qui veut dire qu'il est vraiment engagé, si vous voulez, dans une lignée qui va mener à l'homme, d'accord? Vous avez d'autres chercheurs qui pensent qu'il était peut-être dans une lignée qui se croisait encore avec de ceux qui avaient mené, par exemple, le grand singe. Donc, ceci pour vous répondre à votre question sur la génétique. Ensuite, de savoir ce qui fait l'homme. Aujourd'hui, si vous voulez, la question de ce qui fait l'homo sapiens, c'est-à-dire nous, à peu près, je dirais, c'est une grande discussion philosophique, on pourrait y passer des heures, on a déjà passé 1h30, et on ne va pas y passer 3 jours. Donc je vais vous le résumer. Ce serait notre capacité, si vous voulez, à imaginer des mondes imaginaires. Ça, c'est ce qui ferait l'homme d'aujourd'hui. C'est-à-dire l'homme moderne, c'est nous. On a la capacité de penser aujourd'hui à demain, de faire des choses, etc. Et ça dépasse la communication. Et alors, quand est-ce que cette possibilité d'inventer des mondes imaginaires est apparue? On ne pense pas qu'elle soit apparue d'un coup. Pourquoi? Parce que du moment, par exemple, où vous faites des outils, et si vous faites un arc, vous dites tiens, maintenant, allez faire un arc. Au moment où je vous dis ça, mais même maintenant, au moment où je vous dis ça, en fait, dans votre cerveau, il y a l'image d'un arc qui se dessine et d'une flèche. Donc vous savez qu'il faut un morceau de bois, une corde, enfin un truc comme ça. Donc
D'accord. Ensuite, si vous prenez par exemple la Pietà de Michel-Ange, vous imaginez être Michel-Ange, mais la Pietà, vous avez un bloc de marbre devant vous, il la voit, il sait où il va falloir taper. Si tape à côté, de toute façon, c'est foutu. Donc il imagine, si vous voulez, il imagine cette forme. Et donc là, quelqu'un qui fait un biface, ce qu'on appelle, par exemple, shopping tool, il prend un caillou, paf, il tape dessus, il n'a pas imaginé grand-chose. Quelqu'un qui fait un biface et qui doit taper 50 ou 100 fois dessus, il a déjà imaginé. Donc il a déjà pensé à cette chose. Est-ce que là, il pensait déjà à un monde imaginaire? Ça, c'est plus difficile. Mais à partir du moment où on a des représentations pariétales, par exemple, il commence, c'est difficile, suivant le spécialiste, on a 40 000, 70 000, peut-être, enfin, on n'est pas très loin, si vous voulez. À 70 000, on a cette représentation imaginaire. Donc on a des hommes comme nous, si vous voulez. Avant, on parle d'hommes modernes, ils ont notre squelette, on ne sait pas ce qu'ils pensaient comme nous. Donc on a des hommes modernes. Ensuite, par exemple, on sait que vers 60 000 ans, ou 70 000, l'Australie est peuplée. L'Australie est peuplée alors qu'elle n'avait pas été peuplée par les Homo erectus avant. Pourquoi elle n'a pas été peuplée par les Homo erectus avant? Parce que pour peupler l'Australie, le niveau des mers était plus bas qu'aujourd'hui. Vous avez 13 détroits à franchir. Sur ces 13 détroits à franchir, certains étaient très simples. Pour d'autres, vous ne voyez pas leur côté. Et donc, les Homo erectus, ils n'ont pas franchi. Mais les hommes modernes, il y a 70 000 ans, ont franchi. Alors pourquoi? Ben, deux choses. D'une part, ils avaient des capacités d'organisation de langage qui leur permettaient de construire des radeaux. Et là, il y a beaucoup d'expérimentations, il faut quand même discuter à un moment, si vous voulez. Et d'autre part, surtout, ils pensaient qu'ils pouvaient aller de l'autre côté. Tandis que les autres, peut-être, ont développé peut-être des difficultés technologiques, mais aussi de penser qu'ils pouvaient aller de l'autre côté. C'est quelque chose, je terminerai là-dessus, parce que ça c'est intéressant, c'est quelque chose qu'on peut réagir, auquel on peut penser. Je ne sais pas si vous connaissez Sagre. Sagre, c'est au Portugal. C'est un des extrémités de l'Europe. Eh bien, pourquoi les Européens, à un moment, ont construit des bateaux pour aller en Amérique? C'est un truc extraordinaire. Eh bien, parce que le roi du Portugal, il a réuni tous les savants de l'époque à Sagre, et il leur a dit qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et bien moi, ce que je peux dire, ça, ce que je vous dis là, vous ne comprenez pas. Allez à Sagre, mettez-vous en haut de la falaise, et vous comprenez qu'on peut se poser des questions sur qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et c'est ça que fait un homme moderne. Je vous remercie, je pense qu'on reste là.